Salam alaikum, bonjour. Le cours d'aujourd'hui porte sur l'architecture OSI. L'acronyme OSI signifie Open System Interconnection. Autrement dit, système ouvert d'interconnexion. Le support de cours contient deux volets. Le premier détaille le modèle OSI et les raisons pour lesquelles ce modèle a été proposé. Ce modèle est basé sur une architecture en couches. Ce volet relate également les différents protocoles, services et mécanismes utilisés. Le deuxième volet détaille les deux couches orientées transport, en particulier les couches liaison de données et réseaux, sachant que la couche physique a été étudiée dans le deuxième cours. Dans les réseaux, il existe plusieurs terminologies, une notion qui est proche, ce qui entraîne une confusion et rend la compréhension des réseaux moins facile, à savoir mode et techniques de transmission, protocoles, services, etc. C'est pourquoi il est nécessaire d'organiser la structure d'un réseau et gérer les échanges au sein du réseau. Le modèle OSI est basé sur une structure en couches. Ce choix répond à certains besoins, parmi lesquels réduire la complexité, puisqu'il permet de diviser les communications sur le réseau en éléments plus petits et plus simples, ce qui permet une gestion de réseau plus facile. Deuxièmement, éviter les conflits entre les couches, c'est-à-dire tout changement au niveau d'une couche n'affecte pas le fonctionnement des couches adjacentes, supérieures ou inférieures. Ce principe assure une rapidité de développement. L'autre besoin est de permettre l'interopérabilité, c'est-à-dire différents types de matériel et logiciels réseaux peuvent communiquer entre eux, à savoir une machine fonctionne sous Windows pourrait communiquer avec une autre fonctionnant sous Linux ou Android. Il en est de même pour des machines de fabrication différentes telles qu'une machine IBM, HP ou Macintosh. L'interopérabilité d'un système n'est possible que si les machines constituant le système sont compatibles avec une norme, bien sûr standard ouvert. Assurer un dialogue des homologues, c'est-à-dire chaque couche est conçue de manière à dialoguer avec son homologue comme si une liaison virtuelle était établie directement entre elles. À titre d'exemple, la communication entre deux entreprises peut se faire sur différents niveaux. S'il s'agit d'une transaction financière, le dialogue se fait entre comptables car ils possèdent le même langage de communication. Dans le cas d'une partenariat entre deux entreprises, le dialogue se fait entre les deux managers. Afin d'assurer l'interfonctionnement d'applications informatiques à travers un réseau, il faut vérifier deux conditions. La première consiste à garantir un transport fiable des informations à travers le réseau, et la deuxième condition à vérifier est d'organiser le dialogue entre les applications distantes, dialogue applicatif. Les couches du modèle OSI sont divisées selon leur interfonctionnement en deux ensembles. Les couches hautes, essentiellement chargées d'assurer l'interfonctionnement des processus applicatifs distants, ces couches sont dites orientées application. Quant aux couches de niveau inférieur, sont dédiées au transport fiable des données aux couches de niveau supérieur, afin d'alléger ces dernières de la lourde tâche de transfert d'informations à travers un ou plusieurs systèmes relais. Ces couches sont dites orientées transport ou transfert. Passons maintenant à l'architecture en détail. En fait, l'architecture de modèle de référence OSI s'organise en 7 couches. Ces couches sont divisées selon le principe vu précédemment en deux ensembles. Le premier regroupe les couches application, présentation et session, tandis que les couches transport, réseau, liaison de données et physique forment le deuxième ensemble. La septième couche application assure l'interface entre l'utilisateur et les services de réseau. Toutes les applications connues clientes ou serveurs y résident, telles que transfert de fichiers, courrier électronique, web, multimédia, etc. La sixième couche présentation traite la syntaxe de l'information transmise. Elle assure l'encodage et la compression des données dans une norme agréée. La cinquième et la dernière couche du premier ensemble session
permis à des utilisateurs opérant sur différentes machines d'établir des sessions entre eux. La fonction de base de la quatrième couche transport est de traiter les données de la couche session. La troisième couche réseau gère la façon dont les données sont acheminées de l'émetteur vers le récepteur dans le réseau. Elle contrôle également la route empruntée par les données. La deuxième couche liaison de données contrôle les données avant l'envoi effectif, à savoir contrôle des erreurs. La première couche physique s'occupe de la transmission brute du flot de bits sur un circuit de communication sans connaître ni la structure ni la signification de ces bits. Plutôt, elle s'intéresse à l'amplitude du signal, à la durée d'un bit, à la possibilité de transmettre simultanément dans les deux sens, etc. On va détailler maintenant les fonctions principales de chaque couche, commençant par la couche physique. Alors, la couche physique s'occupe de la transmission de façon brute sur un canal de communication. Cette couche doit garantir la parfaite transmission de données. Concrètement, cette couche doit normaliser les caractéristiques électriques telles que le niveau de tension, c'est-à-dire un bit doit être représenté par une tension, par exemple 5 volts, 2,5 volts, ainsi de suite, ainsi que les caractéristiques mécaniques, à savoir forme de connecteur, RJ45 par exemple, ou bien la topologie réseau, bus, étoile ou autre. De plus, les caractéristiques du circuit de données. Premièrement, le sens d'échange. Dans un sens, simplex, un seul sens à la fois, half duplex, ou dans les deux sens, full duplex. Secondo, le mode de transmission, série ou parallèle. Et enfin, la synchronisation entre l'émetteur et le récepteur, c'est-à-dire la transmission synchrone ou bien asynchrone. Maintenant, passons aux caractéristiques procédurales et fonctionnelles, telles que le dB, la distance max de transmission, qui sont fortement liées au choix du support de transmission et les procédures d'établissement, de maintien et de libération du circuit de données. Sans oublier, bien évidemment, la transformation du signal binaire en un signal compatible avec le support de transmission choisi. Entre parenthèses, les supports de transmission qu'on l'a vu déjà au deuxième cours, c'est-à-dire fibre optique, câble coaxial ou paire torsadi, ou bien autres supports sans fil. Et pour cela, deux possibilités sont disponibles. Soit la transmission en bande de base qui consiste à transmettre directement les signaux numériques suite de bits sur le support sur des distances limitées de l'ordre à peu près de 30 km. Le signal en bande de base ne subit pas de transposition de fréquence et se réduit à un signal simple codé en utilisant le codage NRZ, Manchester différentiel ou Miller selon le besoin. Ou bien la deuxième possibilité, la transmission en large bande, qui est la transposition d'un signal porteur d'une information qu'on appellera signal primaire au modulant à un signal appelé signal secondaire, un signal modulé, sans modification sensible de l'information modulée. Donc, la modulation nécessite de faire varier une des caractéristiques du signal sinusoïdal, soit son amplitude, et là on parle de modulation d'amplitude, ou bien soit sur la fréquence, et on parlera de modulation de fréquence, soit la phase, et dans ce cas-là, c'est la modulation de phase. Rappelons qu'au niveau de la couche physique, les données n'ont aucune signification particulière. Par conséquent, la couche liaison de données doit donc être capable de reconnaître les frontières des blocs de données. Cela peut poser quelques problèmes puisque les séquences de bits utilisées pour cette reconnaissance peuvent apparaître dans les données. C'est pourquoi la couche liaison de données doit être capable de renvoyer un bloc de données lorsqu'il y a eu un problème sur la ligne de transmission. De manière générale, un rôle important de cette couche est la détection et la correction des erreurs intervenues sur la couche physique. Entre parenthèses, ces méthodes, on l'a vu déjà au troisième cours, je pense.
Voilà, cette couche intègre également une fonction de contrôle du flux afin d'éviter l'engorgement du récepteur, au niveau du récepteur. C'est-à-dire respecter la capacité de traitement du récepteur pour ne soit pas débordé pour traiter les données reçues. Les principales fonctions de la couche réseau pour gérer les communications entre machines. Premièrement, l'adressage, qui consiste à identifier d'une manière unique un nœud sur le réseau afin de suivre efficacement les échanges dans le réseau, à savoir émetteur, récepteur ou bien nœud intermédiaire. Donc, jamais deux nœuds dans le même réseau doivent avoir le même identifiant. La deuxième fonction, le routage, qui consiste à acheminer correctement les blocs de données vers la destination en prenant en compte plusieurs critères tels que la disponibilité du chemin, les besoins d'application, en particulier les applications temps réel qui demandent une large bande passante. La couche réseau doit également résoudre les problèmes d'interconnexion entre réseaux hétérogènes, c'est-à-dire si un paquet doit passer par deux réseaux utilisant des technologies différentes, la couche réseau doit gérer le changement de format d'adresse puisque chaque type de réseau utilise son propre format d'adresse. Entre parenthèses, cette notion, on va le voir dans le chapitre des réseaux locaux. Deuxièmement, le redimensionnement des paquets et la comptabilisation du coût d'acheminement de l'information. C'est encore à la couche réseau de contrôler la congestion dans un réseau. Cette congestion résulte d'un trafic à écouler supérieur aux capacités du réseau. La solution la plus simple pour se prémunir contre celle-ci consiste à ne pas admettre dans le réseau plus de trafic que celle-ci est capable d'assimiler. Plusieurs solutions sont envisageables qu'on va le voir un peu plus loin dans ce chapitre. Jusque-là, on dit que la couche physique transmet les données du mieux possible, mais des erreurs sont possibles dans les informations reçues. Alors que la couche liaison essaie d'éliminer les blocs de données erronés, mais pas tous les blocs, car la couche liaison ne veille qu'à redemander la retransmission du bloc de données erroné. Enfin, la couche réseau achemine les blocs non erronés vers la bonne destination. Après ces opérations, il peut arriver que certains blocs d'information soient perdus dans le réseau ou arrivent en exemplaires multiples ou encore dans un ordre différent de celui où ils ont été émis. Donc, la couche transport fait les comptes, c'est-à-dire élimine l'exemplaire en double, remet en ordre l'ensemble des blocs de données provenant de la couche réseau. La couche transport est aussi capable d'utiliser une seule connexion réseau pour transporter plusieurs messages à la fois, grâce au multiplexage qu'on a vu aussi au premier cours. Autrement dit, elle peut aussi multiplexer les connexions de transport si le maintien d'une connexion réseau est coûteux. Un des tout derniers rôles de cette couche à évoquer qu'elle est responsable du type de service à fournir à la couche session et finalement aux utilisateurs du réseau, service en mode connecté ou non connecté, avec ou sans garantie d'ordre de livrance. Avant de terminer avec la couche transport, on doit parler des deux protocoles principaux de la couche transport, TCP et UDP. Le protocole UDP est un protocole orienté non-connexion, c'est-à-dire lorsqu'une machine A envoie des paquets à destination d'une machine B, la transmission de données se fait sans prévenir le destinataire, la machine B. Et le destinataire donc reçoit les données sans effectuer d'acquisition de réception vers l'émetteur qui est la machine A. Contrairement à l'UDP, le protocole TCP est orienté connexion. Ce qui signifie que lorsque une machine A envoie des données vers une machine B, la machine B est prévenue de l'arrivée des données et témoin de la bonne réception de ces données par un accusé de réception. Aux couches de deuxième ensemble qui sont orientées application, commençant par la couche session,
qui joue le rôle en quelque sorte de chef d'orchestre dans une relation entre processus applicatifs. Alors, la première fonction de cette couche consiste à gérer le dialogue, c'est-à-dire gérer l'attribution de la parole à chaque entité applicative à tour de rôle, par délivrance d'un jeton. Seule l'entité applicative possédant le jeton a le droit de prendre l'initiative d'un travail, alors que l'autre entité est ordonnée d'être à l'écoute. De plus, la couche scission doit synchroniser les échanges entre tâches distantes. À titre d'exemple, imaginons que lorsqu'un transfert d'un fichier de 2 mégaoctets est sur le point de se terminer et qu'une coupure réseau est arrivée et vient d'interrompre le travail en cours. Donc, tout le travail est tombé à l'eau. Ici, le cas des transferts en utilisant le protocole FTP sur Internet il y a quelques années. Heureusement qu'une évolution du protocole FTP a permis de reprendre le téléchargement à l'endroit où il a été interrompu. Il n'est plus nécessaire de le reprendre au début. Donc, à peu près tous les 2 mégas, par exemple, l'émetteur se serait arrêté et se serait assuré auprès du destinataire de la bonne réception. Si dans un train de 2 mégas, il y avait un problème, la couche scission aurait lancé une reprise à partir des derniers 2 mégas validés. Le dernier point, c'est qu'une relation entre entités applicatives peut cumuler plusieurs tâches consécutives, voire même simultanées, telles que saisie de données, lancement d'impression, une sauvegarde sur disque. C'est pourquoi la couche scission va donc organiser sur la connexion de couche 4 la séparation en activités et qui seront généralement séquencées dans le temps. Conseil spécialement pour faciliter l'interconnexion de réseaux ouverts. Mais ces systèmes sont bien souvent hétérogènes, c'est-à-dire ils utilisent souvent des modèles de représentation des données différents. À titre d'exemple, les uns utiliseront un codage EBCDIC, notamment chez IBM, et d'autres un codage ASCII, notamment en Unix, pour réaliser le codage d'un ensemble de caractères. Donc, parmi les rôles de la couche présentation, qu'elle négocie la syntaxe de transfert sur le réseau. Donnons un exemple concret. 2 personnes veulent communiquer entre eux. L'un parle que les langues A et B, et l'autre parle B et C. Donc, et pour qu'ils trouvent un terrain d'entente, ils se mettent d'accord pour parler la langue B. C'est la couche présentation à faire ces négociations. Elle assure également l'encodage et la compression des données dans une norme agréée. La première couche, la couche application, est le point de contact entre l'utilisateur et le réseau. C'est donc elle qui va apporter à l'utilisateur les services de base offerts par le réseau, comme par exemple le transfert de fichiers, messagerie ou autres. Tant qu'on arrive à la première couche, on peut résumer le travail sur toutes les couches. Par exemple, nous souhaitons aller sur un site Wikipédia. Nous entrons l'adresse dans la couche application 7. Après, la couche présentation s'occupe de la présentation des données et la connexion au serveur se fait au niveau de la couche session. La requête est ensuite transmise à la couche 4 qui va transporter la requête via un protocole, par exemple ici le protocole TCP. Cette couche va créer un train de données et l'envoyer sur le réseau à une destination avec l'identifiant destinataire. Ce train parcourt la couche liaison entre les terminaux via le support physique, c'est-à-dire le support de transmission, à savoir le câble. Les données brutes arrivent au matériel d'interconnexion tel que hub, switch ou routeur qui traite les données
qui traite les données. Ensuite, analyse l'identifiant de destinataire attribué en couche 3 et renvoie le train dans la bonne direction vers le serveur. Le serveur reçoit les données brutes, extrait les informations couche par couche jusqu'à la couche application qui traite la requête, le serveur HTTP, et émet sa réponse.